Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le jeudi 27 mai 2021 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lexbase. Une association promouvant le développement d'un marché concurrentiel dans le secteur de l'électricité justifie d'un intérêt à agir à l'encontre d'un décret regroupant des concessions hydroélectriques. Les décrets qui, sur le fondement des articles L. 521-16 et suivants du Code de l'énergie, procèdent au regroupement des concessions hydroélectriques et fixent leur nouvelle date d'échéance commune, doivent être regardés non seulement comme modifiant la date d'échéance des contrats des concessions regroupées, mais comme valant également nouvelle autorisation des installations hydroélectriques qu'elles recouvrent au titre de l'article L. 311-5 du Code de l'énergie et de l'article L. 214-1 du Code de l'environnement. Ainsi, ces décrets qui s'inscrivent dans le régime auquel sont unilatéralement soumises les concessions hydroélectriques sont susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir par les tiers y ayant un intérêt suffisant. Le décret attaqué, s'il concerne principalement les départements traversés par la Dordogne, prolonge également de manière substantielle la durée de l'une des deux concessions hydroélectriques qu'il regroupe. Il est ainsi de nature à affecter le libre jeu de la concurrence et soulève dès lors, compte tenu des spécificités de ce secteur des concessions hydroélectriques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. L'association requérante qui, au titre de ses statuts, s'est notamment donné pour objet la promotion du développement en France d'un marché concurrentiel dans les secteurs de l'électricité et du gaz naturel, justifie donc d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de ce décret, d'après la décision du Conseil d'État du 18 mai dernier. L'article 9 de l'ordonnance du 22 avril 2020 ainsi que le décret du 2 mai 2020 ayant permis le raccourcissement des délais de consultation du CSE au début de la crise sanitaire sont annulés. Pour rappel, cet article 9 prévoyait à titre temporaire un raccourcissement des délais légaux ou conventionnels de communication aux membres du CSE de l'ordre du jour des séances consacrées aux décisions de l'employeur, ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur le fondement de cette ordonnance, le décret du 2 mai 2020 précisait que ces délais réduits étaient applicables entre le 3 mai et le 23 août 2020. Contestées pour excès de pouvoir par plusieurs syndicats, ces dispositions ont été annulées par le Conseil d'État dans sa décision du 19 mai 2021, même si ces textes ne sont plus applicables à l'heure actuelle. Selon le Conseil d'État, aucune de ces dispositions n'habilitait le gouvernement à réduire les délais d'information et de consultation des CSE, ni les délais applicables au déroulement des expertises décidées dans le cadre de ces procédures par les comités. La haute juridiction administrative a précisé que l'annulation de l'ordonnance et du décret est rétroactive, ouvrant potentiellement la voie à des contentieux sur des décisions fondées sur ces délais abrogés de consultation du CSE ou sur l'impossibilité pour le CSE de se prononcer dans les délais impartis. La réforme de la prise de date dans le cadre des procédures écrites avec représentation obligatoire, prévue par les dispositions de l'article 751 du Code de procédure civile, rentrera en vigueur le 1er juillet 2021. Le tribunal judiciaire de Paris vient de publier sur son site un guide de préinformation à l'attention des avocats portant sur la prise de date au sein des services civils. Les procédures concernées par ce changement sont les procédures écrites avec représentation obligatoire et celles accélérées au fond, des indivisions et de la copropriété, à l'exclusion de tout autre contentieux. Il convient de retenir que la prise de date s'effectuera par l'outil e-barreau via la fonction mise au rôle et en fonction de la nature de l'affaire, une liste de sélection sera proposée, qu'il faudra attendre la confirmation du greffe pour que la réservation de la date soit effective, que le placement s'effectuera via la fonction nouveau message civil et qu'il conviendra de renseigner le numéro provisoire préalablement communiqué. Il convient également de retenir qu'il faudra être vigilant sur le respect des délais de placement qui, rappelons-le, sont prévus sous peine de caducité, leur non-respect pouvant être soulevé d'office par le magistrat, et qu'à réception du second original, le greffe adressera une confirmation accompagnée du numéro de rôle définitif.
Le guide comporte également une liste de nomenclatures adoptée par le tribunal judiciaire de Paris, ce qui laisse penser que chaque tribunal judiciaire disposera de sa propre liste. Le Conseil constitutionnel pallie l'inaction du législateur concernant les frais irrépétibles devant les juridictions pénales. Par un arrêt du 2 mars 2021, la Chambre criminelle a saisi le Conseil constitutionnel d'une QPC portant sur le premier alinéa de l'article 543 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2011. Les requérants opposaient le premier alinéa de l'article 543, au terme duquel l'auteur d'une infraction ou la personne condamnée civilement peut être condamnée à payer à la partie civile une somme au titre des frais irrépétibles, et la situation résultant de l'abrogation de l'article 800-2, alinéa 1 du même code, entraînant l'impossibilité pour une personne poursuivie pénalement ou civilement responsable, en cas de non-lieu, relax, acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation, de se voir accorder une indemnité au titre de ses frais. Et dans sa décision du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel juge les dispositions contestées du premier alinéa de l'article 543 du Code de procédure pénale comme portant atteinte à l'équilibre des droits des parties dans le procès pénal. Aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance. Toutefois, la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice et les droits de la défense. La référence à l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dans l'article 543, permet au tribunal de police de condamner l'auteur d'une contravention à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Or, depuis le 31 mars 2020, date de l'abrogation du premier alinéa de l'article 800-2 du Code de procédure pénale, la personne poursuivie pénalement est dans l'impossibilité, en cas de relax, d'obtenir du tribunal de police une indemnité au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci pour sa défense.